Bonjour chez vous, mon nom est Emmanuel Choquette, je suis extrêmement content que vous soyez là pour cet autre balado de l'OH, le balado de l'Observatoire de l'humour. Un balado un peu particulier puisque c'est une rencontre qui a été enregistrée avec le caricaturiste du journal Le Soleil, André-Philippe Côté, une rencontre qui avait été faite à la faveur d'un cours que j'offre à l'Université de Sherbrooke sur les questions de l'actualité politique. Mais ce que dit André-Philippe Côté est tellement intéressant. Et l'état qu'on peut faire de la caricature et aussi certaines questions entourant l'humour dans l'espace public à l'ère numérique, à notre époque en particulier, dépasse largement le cadre d'un cours universitaire. Je pense que toute la planète doit entendre ce qu'André-Philippe Côté raconte, en particulier sur certaines anecdotes liées à ses propres créations. Alors, sans plus tarder, je vous invite à regarder ça. Voici donc cette rencontre que j'ai eue il y a quelque temps avec André-Philippe Côté. Bienvenue à cette rencontre avec André-Philippe Côté. Qui est-il? Ben, vous le savez déjà, il est caricaturiste au journal Le Soleil à Québec. Son travail est bien connu, bien sûr, ici, mais il est aussi connu à l'international, notamment parce que ses dessins, ses caricatures sont pris dans plusieurs médias francophones, en France en particulier. Je ne me trompe pas, André-Philippe, hein? Oui, tout à fait en France, surtout avec le courrier international. Oui. Avec le courrier international, qui est quand même, qui se place bien dans une conversation. Alors, alors dans le courrier international, mais il est aussi, il ne faut pas l'oublier, le souligner, scénariste, dessinateur de bande dessinée. Moi, je me rappelle d'André-Philippe à travers sa collaboration avec le défunt magazine Safarir. Et puis d'ailleurs, ça fait rire, c'est là que j'ai connu Baptiste Le Clochard, un personnage, ben, je ne pense pas me tromper, c'est le personnage, sans doute le personnage le plus connu de ta BD. Il y a deux personnages, Smog aussi, Dr. Smog, un psychanalyste. Oui, Dr. Smog aussi. Oui, Dr. Smog. C'est les deux personnages-là. Il y a quand même des points communs entre les deux. Oui, exactement. Et Dr. Smog, oui, effectivement. Si vous ne connaissez pas Dr. Smog, googlez Dr. Smog et vous allez voir des images qui vont faire Ah oui, Dr. Smog. C'est ce fameux psychanalyste qu'on voit aussi, bien sûr, dans les caricatures. Alors, merci d'être là, André-Philippe. C'est vraiment, vraiment gentil de votre part. Je vais vous voyez parce que c'est un peu une façon de faire, mais ça se peut que finalement on aille au-dessus. Alors, alors, merci d'être là. Première question, large, mais importante, évidemment, particulièrement, je pense, dans le contexte actuel. L'actualité s'est transformée, la façon de livrer l'information, les journaux, ce sont les grands rendez-vous des journaux, bien sûr, mais même le fait de s'acheter un journal, évidemment, on lit de plus en plus en ligne, etc. Mais à ton avis, je suis déjà dessus, hein, on va le garder comme ça. À ton avis, André-Philippe, quelle est la place de la caricature dans l'actualité aujourd'hui? Comment tu décrirais la place, sa pertinence maintenant, au moment où on se parle? Je pense qu'elle traverse très, très bien tous les bouleversements qu'il y a eu dans le monde des médias depuis... moi, ça fait 23 ans, 24 ans, puis depuis que je suis arrivé en caricature, il me semble que ça n'arrête pas d'année en année de changer, d'être bouleversé par toutes sortes de données. L'arrivée d'Internet, les médias sociaux qui se multiplient. Mais je trouve que la caricature passe très, très bien à travers tout ça. Et la caricature est parfaitement adaptée. Par exemple, on peut la lire sur un téléphone cellulaire. On peut la lire... c'est quelque chose qui voyage extrêmement bien. En plus, à l'occasion, par exemple, je peux faire des caricatures muettes, sans texte, sur un sujet de caractère international, c'est absolument incroyable comment ça peut voyager. Là. J'ai des expressions que j'ai retrouvées au Brésil, en Italie, un peu partout. Moi, j'étais en Italie à un moment donné, j'ai vu un de mes dessins. Là, il n'y a plus de frontières. La caricature, dans ce sens-là, comme médium, elle survit très bien. Là où elle a des problèmes, c'est que la caricature, pour exister, elle a toujours eu des journaux, puis les caricatures, ça avait toujours eu un salaire. Il était associé à un journal et il y avait un revenu, puis comme j'ai moi actuellement, puis on peut vraiment développer une démarche sur le long terme. Puis vraiment, on est à l'abri des contraintes de plein d'influences. Et ça, malheureusement, ça disparaît. Les journaux, on voit même récemment, actuellement, le journal Le Monde, qui a toujours une caricaturiste depuis des dizaines d'années,
le caricaturiste actuel Plantu, Jean Plantu, Oui. ils ne seront pas remplacés. On abolit le poste. Et ils vont prendre des caricatures un peu partout dans des syndicates, au courrier international. Et ça, c'est assez dramatique. Je pourrais le développer, mais d'un côté, ça va très bien parce que la caricature est adaptée aux médias électroniques, mais de l'autre côté, on perd la base elle-même de la caricature, c'est-à-dire d'être dans un journal, dans un environnement assez stable quand même, où on peut vraiment travailler, développer son travail. Mais tu dis dramatique, puis tu as dit, ben, écoute, on pourrait élaborer, allons-y. Qu'est-ce qui. On a une idée, tu en as souligné quelques-unes, mais qu'est-ce qui est dramatique dans cette absence? On l'a vu aux États-Unis, par exemple, parce qu'il y avait énormément de caricaturistes, chacun était associé à un journal. Puis depuis 25 ans à peu près, je pense que c'est 60% des postes qui se sont perdus, qui ont été fermés. Là, maintenant, il y a un syndicat. Les caricaturistes travaillent pour un syndicat, ils font un dessin, sauf que le lendemain, ils ne savent pas où ils vont être publiés. Ils ne savent pas dans quel journal ils vont être publiés. Ils ne savent pas si ça va être au niveau national, régional, dans quel État. Ils n'ont aucune idée. Ça veut dire que, comme par exemple, moi, si je fais une caricature demain, je ne sais pas où je vais être publié au Canada, je ne déciderai pas le maire Labaume, qui est de Québec. Parce qu'ils vont me dire, ben non, si je fais le maire Labaume, tout le reste du Canada, ils vont refuser ma caricature. Donc, je ne ferai pas non plus Legault, parce que Legault, il est ministre du Québec, mais si je vais être publié à la Colombie-Britannique, je vais faire Trudeau. Puis, aux États-Unis, ce qui est arrivé, c'est qu'on ne fait plus les gouverneurs, on ne fait plus les sénateurs, on ne fait que le président des États-Unis. C'est pas pour ça que Trump, à tour de bras, c'est parce que les caricaturistes, pour être publiés, ils font les images les plus consensuelles, celles qui peuvent voyager le mieux, puis ils prennent des personnages que tout le monde connaît, donc le président des États-Unis. Et ça a tué la caricature régionale, la caricature plus près des citoyens dans un environnement précis. Là. Oui, dans ce sens-là, je comprends le caractère dramatique parce que ce que tu évoquais au début, c'était l'idée que, c'est le fun parce que maintenant, nos caricatures voyagent et on peut les voir partout. Puis, donc, il y a un caractère, l'universalité du dessin, etc. Donc, ça, c'est le fun, il y a un élément rassembleur. Mais il y a visiblement un côté plus obscur, là, qui est celui de l'uniformité du dessin, de l'uniformité du message. Donc, effectivement, au détriment de l'actualité locale. Puis dans ce cas-là, local, tu parlais de Régis Labaume, mais François Legault ou même Justin Trudeau, il ne dira pas grand-chose ailleurs. Là. C'est pas juste le local, c'est aussi culturel. C'est-à-dire que moi, je suis dans un environnement. Parce qu'à une certaine culture, les Québécois ont une certaine forme d'humour. On le sait, nos émissions humoristiques sont. L'humour est très, très relié à une culture. L'humour français, l'humour américain, l'humour québécois, l'humour anglais, c'est pas tout pareil. Hein? Puis, moi, je le sens très bien dans mon travail. Puis non seulement il y a quelque chose qui peut aussi. Par exemple, le climat, par exemple, mes caricatures, les personnages ne sont pas vus de la même façon que quand je dessine en juillet, en janvier. C'est pas la même façon de mais c'est très culturel important. Et ça, c'est toutes ces choses qui se perdent quand on arrive dans une espèce d'universalisme où chacun un peu essaye de se fondre dans quelque chose de vocabulaire là, universel. Il se perd énormément d'aspects culturels. De ce point de vue-là, autrement dit, ton travail, le travail de caricaturiste, dépasse le cadre, bien sûr, du dessin, ça j'en conviens, mais aussi celui de l'actualité. C'est-à-dire, oui, il participe à dépeindre ce qui se passe dans l'actualité, puis à soulever des questions, à provoquer des réactions aussi, etc., mais aussi à se reconnaître, à s'identifier, participe à décrire la société dans laquelle on est. Oui, puis comme même des sujets internationaux, je ne sais pas moi, la guerre au Moyen-Orient, quand il y a eu les conflits, quand je les dessine, je les dessine à partir d'un point de vue d'un Québécois qui est très, très loin des conflits, qui vit dans une société assez riche. On est loin de la torture, on est loin des camps de réfugiés. Donc, je ne peux pas avoir le même point de vue qu'un dessinateur qui est au Pakistan ou qui est à... On ne peut pas avoir la même lecture, c'est impossible. Et moi, je tiens à à souligner à travers mes dessins cette différence. Quand je fais le dessin sur ce qui se passe à l'extérieur, je suis souvent utiliser des personnages qui sont en train d'écouter la télévision, qui voient la nouvelle, qui parlent de l'extérieur. On les voit dans leur environnement qui est confortable où ils parlent de ce qui se passe en Afrique ou en Afghanistan pour bien montrer d'où je parle. C'est-à-dire
le point de vue que j'ai, c'est pas. Parce que quand je rencontre des caricaturistes d'autres pays, je vois bien qu'on n'est pas tous dans la même situation et on ne peut pas parler des événements internationaux de la même façon. Mhm. Et quand tu discutes avec des collègues, bon, tu parlais de Plantu, mais d'autres collègues caricaturistes à travers la planète, quand tu as des échanges, est-ce que tu as le sentiment que cette préoccupation, elle est partagée? Ah oui, tout à fait. Oh, Ah oui. oui? Ben, pas tous de la même façon. Moi, c'est sûr que comme Canadiens, comme Québécois, on est très, très privilégiés. Quand on va là-bas, là, je veux dire, on a l'air des enfants gâtés de la caricature. Je veux dire, à cause du système politique dans lequel on vit, à cause de l'absence de censure, à cause Mhm. des salaires, à cause de, il y a toutes sortes de facteurs qui font qu'on est très gâtés, là. Mais je vois bien que chaque dessinateur, il tient à véhiculer, à parler des gens autour de lui. Tu sais, c'est que les caricaturistes donnent la parole à ceux qui ne l'ont pas, bien souvent. Là, on met en scène des gens qui ne sont pas des politiciens, qui n'ont pas de pouvoir, qui sont plus les victimes de la politique que ceux qui la font. Moi, personnellement, c'est ce que je préfère. Et ça, on tient à cet aspect-là. Ah, c'est pas un menu détail, hein, parce que c'est une approche vraiment qui caractérise son travail. C'est-à-dire Oh, tout à fait. Vraiment, plus ciblé sur les gens qui sont victimes ou qui sont affectés par les politiques ouais. que les acteurs qui affectent la politique, Ouais, donc les gens qui la font. Et ça, c'est une préoccupation donc qu'on voit dans le dessin, dans la façon que tu as de rendre la caricature, c'est-à-dire les individus, la population, les gens dedans. Oui, tout à fait. Vraiment, c'est vraiment fondamental. Et de plus en plus. Je sais pas, au Québec, je me rends compte que les policiers, j'ai l'impression qu'ils ont beaucoup moins de pouvoir qu'on pense. Ils sont pris dans plein de lobbies, plein de pressions de tous les côtés. Tous les gouvernements arrivent là avec une orientation quelconque, puis ils finissent tous par se gouverner au centre, tous les chiquiers, tous les partis. Des fois, ils tassent un peu à gauche, mais on regarde même la CAQ qui sort des projets de loi vraiment de gauche, on peut appeler à la ça de droite. Tu sais, donc, les politiciens ont pas un si grand pouvoir que ça. Puis, on voit que les ministres de la Santé, plus ça change, plus c'est pareil. On a absolument. C'est quoi qu'ils ont fait? Mais pourtant, la politique continue d'exister, on continue de la subir. Puis moi, une chose qui me désole, c'est que les gens se désintéressent beaucoup de la politique, j'ai l'impression. Et j'ai le goût de montrer aux gens que la politique, là, ça fait partie de leur vie. Il y a un programme chinois qui dit que la politique, c'est comme la pluie. On a mieux pour s'en occuper un jour ou l'autre, elle tombe dessus. Tu sais, c'est un peu ça. La politique, elle touche les étudiants, on l'a vu durant la COVID, puis ils ne vont pas à l'école, tout ça. Ça touche les personnages, ça touche tout le monde. Mais la politique, c'est pas juste l'Assemblée nationale, c'est toutes les décisions qui ruissellent vers les gens ordinaires. Donc, le travail du caricaturiste, ton travail à ce moment-là, c'est un travail pédagogique, là, qui est celui. C'est pas nécessairement une mission de ta part, mais. Non, pas une mission, mais je veux vraiment. Je trouve ça important qu'on s'intéresse à la politique, qu'on se rende compte que ça fait partie du quotidien. Qu'on ne s'imagine pas que c'est juste aller voter une fois par 4 ans puis que ça ne sert à rien. Tu sais, ça me décourage. Parce que je trouve qu'on est une politique quand même, auquel je tiens beaucoup. Et si les gens se décrochent, ça menace le système politique dans lequel on est. Aujourd'hui, là, c'est une question qui est inévitable. On doit te la poser 100 000 fois, je vais te la poser 100 001 fois. Oui, on dirait. Est-ce plus difficile qu'avant de faire le métier de caricaturiste dans le monde dans lequel on vit? Non, les paramètres ont changé, mais c'est pas plus difficile. Ce qui a fondamentalement changé, c'est qu'avant, notre public, c'était, je ne dirais pas un public captif, mais quand même, quand on publiait dans un journal papier qui était vendu, je ne sais pas moi, à 100 000 personnes, c'était des gens qui habitaient la région, c'est des gens, des Québécois, et quand je faisais une blague, je m'adressais à un public, je connaissais toutes leurs références, tu sais, on était comme entre nous autres, là, tu sais, c'était... L'événement d'Internet, ça fait éclater ça, et je fais une caricature, mais elle peut être vue par quelqu'un au Brésil, en Afghanistan, en Algérie, en Italie, avec les réseaux sociaux, les gens s'échangent. Des gens qui n'ont pas les mêmes références culturelles, ils peuvent avoir une lecture totalement différente de celle que... Ils peuvent ne pas comprendre du tout, ils peuvent comprendre à l'envers de ce que je veux dire, et ça, c'est c'est une grosse différence, ça peut prêter à des... on l'a vu avec les caricatures de Mahomet par exemple. Oui. S'il y avait un peu des réseaux sociaux, ça serait resté dans un pays nordique d'Europe, ça n'aurait pas eu autant d'impact. C'est que tout à coup, quand les gens qui étaient
des musulmans ont vu ça dans des pays où la liberté d'expression est très, très limitée. Mhm. C'est un scandale effrayant. Là. Mhm. Donc, Mhm. ça rend le métier plus. Puis l'autre problème, là, ça c'est plus récent, ce qu'on appelle la cancel culture. Là. Je veux dire, ça, c'est quelque Oui. chose qui vient d'arriver aussi, là, ici, qui est très fort, qui est quand même de plus en plus fort, moins qu'aux États-Unis. Et ça, je commence à vivre ça. C'est une autre chose qui complique un peu le travail. On sent que s'il y a des sujets qu'on aborde, on nous attend qu'une brique, un fanal. Avant, ça pouvait marcher, mais là c'est plus sensible. Les sensibilités s'expriment davantage, pourrait-on dire. C'est étonnant. Moi, une question qu'on me posait souvent à propos de la censure. C'était, ça fait 20 ans, je dis, non, au Québec, la censure, je parle avec mes collègues québécois, canadiens, on n'a jamais vécu ça. Pratiquement jamais. C'est arrivé très, très rare. Quand ça arrive, on en parle parce que c'est quelque chose de vraiment exceptionnel. Tu sais. Mais là, la censure, elle ne vient plus des pouvoirs, elle ne vient plus de l'État, elle ne vient pas de la police, elle vient de la population. C'est un renversement qui est nouveau. Puis moi, les fois où j'ai vraiment été déclenché, j'ai eu des problèmes, c'est des gens ordinaires qui tout à coup se sont mis à « Ah, c'est épouvantable », puis se sont mis à dénoncer des choses. Mais de plus en plus, on le voit avec les humoristes. Donc, la censure au Québec ne vient pas des pouvoirs. Elle vient vraiment des gens. Elle vient des gens, justement, dont tu veux tracer le portrait, notamment à travers tes caricatures, pour dire que la politique, c'est pas juste le pouvoir. Les politiciens, c'est aussi les gens. Hein? Le problème, c'est que les journaux, les médias sont fragiles économiquement en ce moment. Si il y a 300 000 personnes qui font une pétition et qui gueulent contre une caricature ou contre un texte, c'est sûr que les patrons des médias vont être sensibles. Donc, ça fragilise le métier. Là. Si tu le permets, on va. Tu avais la gentillesse de nous partager 4 de tes dessins pour qu'on puisse justement discuter de ces dessins-là. Et je pense que ce dont tu soulignes, ce dont on parle présentement, est en lien avec le premier dessin. Alors, c'est un dessin assez récent, celui-là. Hein? C'est 2019. Ouais, 2019. Explique-moi donc, là, grosso modo, bon, on le voit ici, on voit un chien qui parle à un chat. Tout au fond de moi, je sais que je suis un chat. Et avec le titre « Protection des transgenres », donc un sujet effectivement délicat, on pourrait dire. C'est incroyable. Moi, je pensais avoir fait un dessin très plutôt positif, assez gentil, des animaux qui se parlent. Tu sais, c'est vraiment, il y a une tradition en humour quand même, l'usage de l'anthropomorphisme, faire des animaux. Mais tu sais, je pensais que c'était vraiment un dessin qui ne soulevait aucun problème. Tu sais, je me disais, en fait, c'est un chien qui dit que lui sent un chat comme un homme peut se sentir pas être dans le bon corps. C'est ce qu'il dit. Ça a été le dessin qui a fait le plus. J'ai eu un char avec ça. C'était ça partit de Michel Blanc. Je ne sais pas si vous connaissez Michel Blanc. Oui, bien sûr. C'est une personne transgenre qui travaille dans le domaine des médias, qui a pogné les nerfs, s'est bien partagé ça, s'est mis à ameuter toute la communauté LGBTQ, tout ça. Les courriels rentraient, ça protestait, ça appelait au journal. Là, des stations de radio qui m'ont demandé de faire des entrevues sur ça. Mais moi, j'ai refusé de faire des entrevues parce que je trouvais que j'avais dit ce que j'avais à dire. Je n'avais pas commencé à. Je trouvais ça vraiment. J'étais sidéré. Franchement, je n'arrivais pas à voir l'attaque qu'il y avait dans ça pour le monde pour les gens qui sont transgenres. Je ne le voyais pas. Et je ne le vois pas encore, personnellement. Mais c'était un exemple de comment quelque chose dérape à un moment donné sur. Et il y a comme un effet d'entraînement incroyable sur les réseaux sociaux. Puis les gens, à la seconde, ils réagissent. Vite, 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 vite. Puis ça, ce dessin-là, j'en revenais pas. Depuis ce temps-là, je n'ai pas fait de création sur les transgenres, je l'avoue. Mais la prochaine fois que je vais en faire, je vais me préparer mentalement à ce que ça arrive. Donc, ce dessin-là, les conséquences qu'ont engendré ce dessin-là sur les réactions, etc., t'ont forcé à revoir les dessins ou les sujets à aborder, dans le sens que celui-là, ce sujet-là, c'est glissant, là. Oui,
Mais c'est pas un sujet qu'on aborde tout le temps. Non, bien sûr que non. Non, c'est ça. Donc, je l'ai fait une fois parce que l'actualité, il y avait un Bien projet sûr. de loi pour protéger tout ça, mais je n'hésiterai pas à reprendre le sujet si jamais quelque chose se présente. Mais disons que je vais m'y attendre. Je vais m'y attendre. Alors, Oui, parce que au début, je dis, qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi? C'est nouveau? Voyons, c'est comment. J'avais jamais vu à quel point les réseaux sociaux pouvaient générer une espèce de mouvement là, comme ça. donc, ça constitue une surprise. Tu ne t'y attendais pas quand tu as fait Non, ça. Hein? heureusement, je travaillais dans un quotidien où ils m'ont toujours appuyé, ils m'ont toujours défendu. La salle de rédaction, la direction, en 25 ans, ils m'ont toujours défendu, peu importe les polémiques qui se sont produites. Mais il semble qu'il y a des journaux qui n'ont pas la même approche. On l'a vu avec certains caricaturistes qui ont perdu leur job récemment. Là, on l'a vu même au New York Times International qui ont donné des caricatures. Donc, bon, tu sais, hein. On va aller tout de suite avec un autre dessin. C'est ce dessin-là ici qui caricature Christian Dubé, qui reçoit une pizza en plein visage, visiblement. Il a commandé à manger. Qu'est-ce qui est exprimé par ce dessin-là d'abord? C'était quoi le contexte de cette caricature? Ben, il a fermé les restaurants. Durant la COVID, à un moment donné, il a pris la décision d'interdire l'ouverture des restaurants. Ça, c'est en décembre. Ça? Oui, c'est en décembre. Tout à fait. Ils avaient déjà fermé au printemps et là, ils refermaient les restaurants une deuxième fois. Là, j'ai illustré que lui, il a commandé une pizza et le restaurant lui frappe dans le visage. Sauf que quand j'ai vu la caricature le lendemain matin, même avant que je la voie, toute la nuit, je me dis, voyons, il y a quelque chose à ce dessin-là auquel j'adhère pas. Quelque chose qui me mettait mal à l'aise, mais là, il était parti dans la machine, comme on dit, je ne peux pas le rattraper. Il était trop tard. Il était trop tard. Là, je l'ai vu le lendemain dans le journal, j'ai dit non, publié, c'est que de plus en plus, je trouve qu'il y a de plus de violence qui s'exprime par rapport aux politiciens. Je trouve que je le vois sur les réseaux sociaux, les gens sont agressés par rapport aux politiciens. On leur reproche énormément de choses. Les gens utilisent un langage extrêmement vulgaire, ce qu'ils ne feraient pas si tu es en personne devant le politicien, jamais, à travers les réseaux sociaux. Et cette expression-là de violence me dérange beaucoup. Puis quand j'ai fait le dessin et je l'ai vu, je me suis dit, tiens, je veux pas alimenter ça, je veux pas être dans cette mouvance-là. Parce que je suis un indécrottable non-violent depuis mon adolescence. J'ai toujours été partisan de la non-violence, à moins d'une légitime défense ou des choses vraiment incontournables. Et je voulais pas marcher là-dedans. Donc, le lendemain, j'ai écrit dans ma page Facebook où j'expliquais justement que ça me dérangeait ce dessin-là, qu'il y avait quelque chose là-dedans, une agression en face avec un policier, même si c'était juste avec une pizza. C'était un geste d'agression, puis que je n'étais pas à l'aise avec ça, puis j'ai eu toutes sortes de réactions. Il y a eu des gens qui ne comprenaient pas, ils trouvaient ça drôle, ils ne comprenaient pas qu'il y avait des réticences par rapport à la violence face aux politiciens, d'autres, beaucoup d'appui aussi. Mais effectivement, il y a un discours souvent haineux par rapport aux politiciens qui me dérange. Et tu as eu l'impression, avec ce dessin-là, de participer à la légitimation de cette violence verbale. Je voulais pas justement alimenter ce ressentiment-là. Et je fais très, très attention pour ne pas attaquer nommément des gens, attaquer des politiques, attaquer des projets de loi, attaquer des choses comme ça, mais attaquer les gens physiquement, même dans la représentation visuelle, j'évite de le faire. Deux questions passent en tête. La première, c'est t'est-il arrivé souvent dans ta carrière de t'excuser après un dessin? Oui, de s'excuser, c'est arrivé, mais il y a des fois, il y a des choses qui nous échappent, hein, parce qu'on travaille vite, on travaille rapidement. Oui. 6 caricatures par semaine, ça en fait du monde, ça en fait des dessins. Et tu travailles seul, hein? Oui, je travaille seul. Donc, tu ne consultes pas une équipe le matin? Non. De quoi on rit? J'ai une relation avec la rédactrice en chef qui m'aide à choisir le dessin du lendemain. C'est convivial, c'est un échange. Mais je me rappelle une fois, entre autres, il y a quelques années, j'avais fait un dessin, il y avait eu dans un CHSLD une résidence pour personnes âgées des actes répréhensibles, des actes de violence qui ont été faits par un employé ou deux. J'ai fait une caricature le lendemain, sauf que la caricature, la façon qu'elle était faite, elle sous-entendait que
tous les employés de cette résidence-là avaient des comportements répréhensibles, inadéquats. Là, il y a une dame qui m'a écrit, elle me téléphonait. À cette époque-là, on téléphonait. Ça n'existe plus, ça, maintenant. Elle pleurait. Elle disait, ça n'a pas de bon sens. Puis là, elle disait, tu sais, c'est deux personnes qui ne correspondaient pas du tout dans la boîte, que les gens n'aimaient pas, qui ont eu des comportements incorrects, qui ont été mis à la porte. Mais votre dessin, ça nous blesse, ça nous fait mal, ça nous attaque. Puis là, je me suis dit, c'est vrai, la caricature aurait dû il aurait fallu avoir un mot pour dire que certains employés ne pas sous-entendre et les généraliser en caricature, c'est très dangereux aussi. Il faut éviter de faire ça. Comme par exemple, moi j'ai vu des caricatures où on présentait les médecins comme tous des gens qui passaient leur journée à jouer au golf puis à se mettre de l'argent dans les poches. Ce qui est absurde. Moi, mon médecin, il devrait être à la retraite depuis 10 ans, il est encore là. Puis, donc, les généralisations, il faut faire attention. Et si je fais un dessin et je me rends compte que je vise mal, c'est vraiment, je rate ma cible, j'atteins des gens que je ne devrais pas atteindre, que je n'hésiterai pas à m'excuser, à dire, écoutez, je passe à côté, ça arrive. Hein? Et là, tu me traces la voie pour la deuxième question qui est reliée un peu à ça. C'est justement sur la question de la ligne. Ouais. Parce que tu ne veux pas faire de généralisation, ça je comprends, mais en même temps, n'est-il pas inévitable d'en faire, c'est-à-dire de souligner, le caricaturiste, un peu son travail, de souligner à grands traits ce que l'on conçoit est soit un travers ou un trait critiquable, généralement admis, où tu dis ça, ça va résonner. La ligne est très, très fragile, très simple. Le problème en caricature, c'est qu'il faut simplifier. Hein, oui. Vraiment, parce qu'une caricature, on dit généralement, d'après des recherches qui ont été faites, qu'on a à peu près une seconde et demie pour passer notre message. Les gens ne lisent pas une caricature. Hein? C'est comme un paf, ça te frappe en plein visage. Donc, elle doit être simple, efficace. Et on n'hésite pas des fois à prendre des simplifications un peu outrancières. Comme si je dessine un homme d'affaires riche, opulent, c'est sûr qu'il va être gros, avoir des lunettes, puis une clean cut. Mais ils ne sont pas tous comme ça, c'est évident. Là, je veux dire, mais pour le message, des fois, on est obligé de faire ça. Il y a des simplifications, ça fait partie de la caricature. Aussi, des stéréotypes, ça fait partie de la caricature. Mais il faut éviter de tomber dans le simplisme, je dirais, du blanc-noir, les bons, les méchants. Ça, c'est quelque chose qui m'énerve énormément. Il faut essayer d'être quand même, comment dire... Il y a une ligne, il faut négocier ça tous les jours, cette ligne-là, entre la simplification, les stéréotypes, les lieux communs. Donc, moi, j'essaie quand j'ai besoin de faire, comme par exemple, quand il y a de plus en plus de signes, les médecins que je fais, c'est des femmes médecins, de plus en plus. Avant, c'était des hommes. Voilà. Maintenant, je dessine des femmes. Ensuite, j'essaie de faire des personnages, des personnes racisées de différentes nationalités, sans que ça soit qu'il n'y ait aucun propos dans la caricature sur ça. Je peux faire un client de magasin, un noir, mais la caricature n'a aucun rapport avec le noir. Alors que souvent, on instrumentalise les gens, on dessine un noir quand le sujet c'est les noirs, on dessine... C'est quelque chose que j'ai revisé complètement, essayer de faire les stéréotypes comme ça par des petites choses de même. C'est vraiment intéressant parce que c'est donc que le caricaturiste, et là je vais fermer ce petit partage, puis on pourra revenir aux deux derniers dessins, c'est donc que le caricaturiste a, de ton point de vue, un rôle à jouer sur comment on va concevoir le monde qui nous entoure, mais les gens, les collectivités, les questions de diversité, etc. Et tu l'as dit, c'est un peu comme si tu avais, comme bien d'autres personnes, développé, été sensibilisé, développé d'un certain sens une préoccupation par rapport à ça, pour dire, on va prendre des personnes racisées, justement, ou des personnes qui sont issues de la diversité culturelle au Québec, par exemple, mais on va les mettre dans des positions qui ne sont pas liées à ce critère-là. Ce sont simplement des gens qui vivent comme n'importe quel. Donc, tu conçois que ça a changé, ça. Oui, ça a changé. Ah oui, c'est ça, ça a changé. Je pense qu'on est en 2021, on ne peut plus faire des caricatures avec des stéréotypes. On peut les utiliser à l'occasion parce que
je pense que ça marche, ça contribue à l'humour. L'humour fonctionne beaucoup sur des stéréotypes, des lieux communs, des simplifications, mais en 2021, au niveau de la représentation, on doit revoir notre façon de dessiner. Moi, comme j'ai beaucoup de collègues français qui font des caricatures, tabarnouche que je trouve macho. Je trouve qu'il y a une représentation de la femme tellement cliché, là, tellement. Il y a quand même un petit peu de rattrapage à faire, je trouve. Les femmes sont rarement représentées comme des personnes qui ont un emploi, qui ont des idées, qui ont une fonction sociale. C'est souvent l'épouse de, la fille qui c'est vraiment très généralisé encore. Et je pense que ça contribue à entretenir des images un peu, des stéréotypes sociaux inutiles. C'est intéressant parce que, je veux dire, on le... Ben moi, je l'ai constaté, bien sûr, dans mes recherches, mais c'est le fun de le voir, des gens sur le terrain qui le voient, qui le constatent, et puis qui, évidemment, mettent à profit leur talent, leur ouvrage pour justement essayer de changer les choses. C'est intéressant. Il faut jouer avec ça. Il faut les utiliser, puis des fois, les simplifications, parfois, des fois, il faut les démolir. Des fois, d'aller à l'envers d'un stéréotype fort, ça peut être très, très payant. Moi, je me souviens, c'est pas la caricature, c'est un film, Die Hard, avec Bruce Willis. Le méchant, il était beau, il était blond, il aurait été normalement un acteur de jeune premier, ça aurait été parfait. Là, c'était très, 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 très efficace parce qu'il y avait un renversement complet. Le cinéma a compris ça. Hein? La caricature aussi commence à... Oui. C'est encore plus efficace de changer les images. Avant de passer aux autres dessins, j'ai une question que j'avais pris en note. On l'a vu traiter de sujets des fois qu'on ne s'attend pas. Tu t'as parlé, je ne m'attendais pas à ce que ce soit que ça puisse soulever un tollé, mon dessin sur la question des transgenres. Et tout comme, finalement, après réflexion, j'ai remarqué que peut-être que je légitimais une certaine violence à l'égard des politiciens, etc. Comment on fait en tant que caricaturiste pour aborder des sujets dramatiques, des sujets... Tu sais, je veux dire, je pense, par exemple, comme George Floyd, l'été passé, beaucoup de caricaturistes ont fait des dessins absolument émouvants et qui prenaient la mesure, puis dans des moments où justement, tu ne sais pas quoi dire et tu dis, écoute, là, on ne va pas rire de ça. Comment le politicien, comment le caricaturiste, pardon, peut soulever ça? Comme un caricaturiste peut faire ça. Est-ce que des sujets que tu dis, ben non, ça, je peux juste pas caricaturer ça. Ou je vais le faire, mais comment je vais le faire? Oui, il y a des sujets sur lesquels il ne faut pas se tromper. Justement, sur les drames comme ça, il y a plusieurs attitudes possibles. La première, c'est de faire une image de partage, que j'appelle. C'est que socialement, tout le monde est ému, tout le monde a vu le drame. On l'a vu comme par exemple à Québec, quand il y a eu un type avec une épée qui a commencé à tuer des gens dans les rues. Oui. On se met au diapason de cette douleur-là, puis on fait un dessin dans lequel on partage quelque chose. Ça, je vais le faire occasionnellement. C'est des images de partage que j'appellerais. C'est des images émouvantes, des images... c'est des moments où on ne peut pas critiquer, en tout cas pas sur le moment. Moi, je me rappelle de la tragédie du train, excusez-moi, j'ai un blanc. À Lac-Mégantic? Oui, à Lac-Mégantic. Sur le coup, il fallait faire des images vraiment qui témoignaient de notre empathie, de notre sympathie. Mais dans les jours qui suivent, ensuite, là, on peut commencer à ressortir de l'attirail du caricaturiste qui veut savoir comment ça que ça s'est produit. C'est une erreur? C'est-tu les gouvernements? C'est-tu la compagnie? Là, on peut commencer à fouiller. Mais en caricature, il y a un processus. Puis quand il y a une tragédie, une fusillade, par exemple, le jour même, comme je disais, on a une image plutôt consensuelle émotive, mais après ça, on ne doit pas abdiquer notre travail d'interroger la NRA qui vend des armes, les politiques, tout ça. Donc, ensuite, on vient aimer. Le jour même de la tragédie, si on fait ça, si on fait cette critique-là, on peut se planter. On peut, ça m'est arrivé une fois il faut savoir, comment dire,
Je sais qu'au Canada, par exemple, quand Lucien Bouchard, il y a eu la bête Péri mangeuse de chair, Bien sûr. il a perdu une jambe. C'était un homme extrêmement apprécié. À ce moment-là, il était dans le top de sa popularité. Les caricaturistes ils ont fait profil bas. Hein. Ils n'ont pas fait. La première personne qui a fait une caricature là-dessus, c'est Sue Dewar, une femme, qui ne sont pas nombreuses au Canada, je pense que c'était la seule. Elle a dessiné Lucien Bouchard, puis il y avait un castor qui grugeait sa jambe de bois. Ça a été un scandale épouvantable. Épouvantable. C'était la première. Elle est allée au front, puis elle a mangé toute la chenoute qu'elle pouvait avoir. Après ça, tout le monde l'a fait avec une jambe de bois, puis tout le monde s'est mis à faire des caricatures. Quelqu'un avait percé l'abcès, on pouvait y aller. Mais c'est ça, quand il y a un drame comme ça, il faut attendre, attendre que l'émotion retombe, il faut... Dans le cas de cette caricature-là, je m'en rappelle très bien, effectivement, il y avait eu beaucoup de critiques, mais ça témoigne un peu d'un autre aspect de l'humour. Est-ce que l'humour noir, un caricaturiste peut faire l'humour noir? Parce que dans ce cas-là, il n'y a pas de message politique, il n'y a pas de on critique, il y a M. Bouchard a une jambe de bois et le castor est en train de... Bon, on peut représenter le Canada. Il y a peut-être la symbolique, et on peut la creuser un peu, mais elle n'est pas si évidente. Alors, on peut vraiment mettre ça dans la catégorie de l'humour noir, point final. Moi, j'aime beaucoup, mais l'humour noir, il passe de moins en moins bien, là, mais il y a quand même énormément de gens qui l'apprécient, mais il y a beaucoup de gens qui réagissent. Mais moi, j'aime beaucoup. Il y a un petit côté British là-dedans. Les Britanniques sont très forts dans l'humour noir. Un petit côté, si vous dites quelque chose de dramatique, mais sur un ton léger, comme si vous disiez une chose, passe-moi le pain, mais c'est pas ça du tout. L'humour noir, il se situe là-dedans, dans une espèce de décalage entre la façon qu'on le dit et ce qu'on dit. C'est le contraire de l'emphase, c'est toujours quelque chose. Moi, j'aime beaucoup, c'est un instrument extraordinaire. Mais ça, c'en est une forme d'humour qui n'est pas menacée, mais elle passe mal souvent là, chez les gens sur les médias sociaux. Ouais, en tout cas, c'est vrai que c'était très présent, notamment justement dans Ça fait rire à l'époque. On le voyait aussi, dans les BD aussi. Crow est encore plus... Crow, oui, bien sûr. Oui. Alors qu'on voit que, par exemple, Charlie Hebdo, que tout le monde connaît, ils ne sont pas du tout dans l'humour noir. Ils sont dans un humour trash, un humour... Il y a du sang, il y en met. C'est le contraire des Britanniques. Là-dessus, les Britanniques, les Français ne s'entendent pas du tout. On va regarder les deux dessins. En fait, le troisième dessin, je suis allé du plus récent, puis là, les deux derniers sont probablement, sont probablement dans la même époque, donc au début des années 2000. Donc, c'est à l'époque, ça, c'était à l'époque du président Bush. Les tours, c'était le lendemain 2001, quand je disais. C'était le lendemain de... On n'est pas loin d'après le 11 septembre. C'est 14, en fait, là, mais c'est 3 jours après le 11 septembre. 3 jours après, donc c'est encore très, très près de l'événement. Puis quand je disais que quand on est proche d'un événement, la sensibilité est vraiment plus forte. Et ce dessin-là, est-ce qu'il est arrivé trop tôt? Je ne sais pas, mais il a déclenché vraiment un tsunami de réactions, des menaces assez graves au téléphone, au point d'avoir besoin d'un système de sécurité au Journal Le Soleil. À ce point-là? Oui, il y a un militaire qui avait appelé, il m'avait appelé, quelqu'un qui avait fait la guerre du Vietnam, un Américain qui était en vacances au Québec, puis qui avait vu les caricatures. Il était dans un état de colère. J'avais jamais vu ça. C'était indicible. Il hurlait dans le téléphone comme un déchaîné, puis il disait qu'on devrait rentrer dans la salle de rédaction, puis tirer le monde. En tout cas, c'était, regarde, là, on a dit... Puis en plus, au même moment, une collègue à moi avait publié un sondage dans la rue, où beaucoup de gens disaient dans le sondage que les Américains avaient un peu couru après cette entente-là. Et ça a été épouvantable. En tout cas, tu sais, les gens étaient... la fleur de peau. Mais moi, ce que je trouvais particulier, c'est que peu de temps avant, on avait eu le Sommet des Amériques au Québec, où j'ai fait beaucoup de caricatures sur Bush, sur les Américains, tout ça. Et c'était, comment dire, rire les Américains, c'était une bonne affaire. C'était une bonne... les gens aimaient ça. Puis, ouais, les Américains, les mots Américains, ils envahissent le monde, ils veulent du pétrole. Bon, moi, j'y allais. J'en ai fait des caricatures. À partir de 2001, c'est comme si les paradigmes avaient complètement changé, renversé. Là, les Américains étaient les victimes. Là, il ne fallait plus du tout rire les Américains pendant, je me souviens, de septembre 2001 jusqu'à mois de décembre à peu près. Critiquer les Américains, c'était vraiment là, ça se faisait plus. Pourtant, c'était les mêmes qui
quelques mois auparavant, était vraiment enthousiaste. J'avais un ami humoriste qui me disait qu'il y a des numéros qu'il ne peut plus faire, des phrases qu'il ne peut plus dire dans ses spectacles. Parce que c'est ça. Il y a eu un changement radical. Là, ben, il faut, comment dire, cette fois-là, je ne l'ai pas senti. J'ai fait le dessin, puis je ne m'attendais pas du tout à cette réaction-là, parce que le dessin est assez simple, parce qu'il disait, Bush réfléchit, en fait, il réfléchissait à comment il allait réagir militairement à cet attentat-là. Je veux dire, sa décision était déjà prise que ça allait être militaire. C'est pas... Je me souviens pas d'avoir vu des critiques ou des réactions par rapport à ce dessin-là, parce que je me rappelle de l'avoir vu passer. Mais puisque j'ai l'auteur lui-même de ce dessin-là, je me suis toujours demandé si le canon représentait les tours jumelles. Ah, je n'ai pas pensé à ça. J'ai pensé à un fusil à deux coups, mais c'est vrai que ça aurait pu... Je me suis toujours dit, est-ce que c'est la revanche pour les tours jumelles qui sont tombées en utilisant le... Mais donc, il n'y avait rien de ça. Je veux dire, c'est un pur hasard. Puis évidemment, en 2001, les gens réagissaient encore avec le téléphone, le courriel, appeler la direction, appeler les caricaturistes. C'était assez... Je préfère Internet. Oui. Ah oui? OK. Oui. Les téléphones, c'est pas toujours évident. Là. Mais malgré tout, sur le plan de la caricature, Bush va devenir une véritable tête à caricature, particulièrement après l'Irak en 2003. Là. Je veux dire, la fin de son premier mandat, en tout cas, du moins, ça va devenir de bon ton. Oui. C'est drôle parce que Bush, on pensait qu'on avait le président le plus, pas le plus stupide, mais en tout cas, il n'était pas réputé pour une intelligence supérieure. Non, il était très critiqué à cet égard. Oui, mais on ne savait pas que Trump allait arriver à un moment donné, qu'il allait dépasser tous les pronostics. Tu parles de Trump. Est-ce que c'était devenu déplaisant de caricaturer Trump? Est-ce que c'était rendu lourd de caricaturer Trump? Est-ce que je sais plus ou le contexte de Trump? Ouais. Ben, c'est parce qu'à un moment donné, il y avait tellement tout le monde, toutes les émissions tout le monde il tapait dessus, tout le monde le ridiculisait, donc ça devenait difficile d'avoir une approche différente un peu. Là, je veux dire, on ne voit pas. Ça ne donne rien d'ajouter sa voix à des milliers de personnes qui ont toutes dans le même sens. Là. Donc, moi, quand je faisais du Trump, j'essayais de trouver un angle différent, un peu une façon plus originale là, de le faire. Mais effectivement, à un moment donné, ça devenait. C'était trop convenu. C'est drôle. Trump, c'était un con, puis on le dénonce, puis on rit de lui. Puis, mais c'était facile. Il fournissait beaucoup de bon matériel pour les caricatures. Quand même. Oui, exact. On dit ça des fois. Hein. On dit qu'il y a souvent, hein, qu'il y a des personnalités qui sont caricaturables, qui sont... ça semble facile de faire des caricatures. Ouais. Était-ce, par exemple, plus facile de caricaturer Donald Trump que Barack Obama, par exemple? Ah non, Trump était plus facile. Oui. Oui, tout à fait. Je veux dire, il y a des gens faciles à faire, il y en a eu plusieurs. Jean Chrétien, Premier ministre. Ici, à Québec, on avait la mairesse Boucher, qui était une personne absolument extraordinaire. Mais dans le cas de Trump, moi, ça m'était mal à l'aise parce que je trouvais... ce qu'il disait, je trouvais ça énorme, je trouvais ça épouvantable, je trouvais ça, il disait des choses graves et je pense que c'est un homme dangereux pour la démocratie américaine et je suis très, très content qu'il soit parti. Donc, ça ne me réjouissait pas d'avoir quelqu'un qui me donnait beaucoup de matériel qui était facile à faire parce que je préfère avoir quelqu'un de compliqué à faire mais qui ne dit pas autant de conneries. La dernière caricature et c'est drôle parce que tout à l'heure, il y avait le ministre Christian Dubé récemment caricaturé avec une pizza. Là, c'est une tarte. Oui, mais c'est drôle parce que ça, c'est la page couverture de mon recueil de caricatures de 2000, je pense. Ah oui, je pense que je l'ai. Hein. J'aurais dû le sortir. Il ne doit pas être loin dans ma bibliothèque. Moi, j'ai fait cette page couverture-là genre au printemps à peu près. En juin 2000, je fais le livre, il va chez l'éditeur, on fabrique le livre, tout ça. Le livre, il devait sortir le 17 août. À ce moment-là, on sortait au mois d'août. Les livres, maintenant, on les sort plutôt en novembre, mais il est sorti le 17 août. Sauf que le 16 août, la veille, Jean Chrétien se fait entarter. C'était à Terre-Neuve. Il se fait entarter. Puis moi, le livre sort le lendemain. C'est incroyable comme coïncidence. Le lendemain, j'étais au bureau, je travaille, j'ai reçu un coup de téléphone, la GRC qui m'appelle.
Ouais, Monsieur Côté, c'est vous qui avez fait la caricature de Jean Chrétien qui se fait entarter. J'ai dit oui, j'ai dit, c'est. Là, ils voulaient poser plein de questions, si je connaissais les gens qui avaient entarté. Pour eux, ils pensaient que c'était un coup de timing publicitaire, c'est-à-dire que je m'étais arrangé avec les entarteurs pour sortir mon livre en même temps qu'ils entartaient Jean Chrétien. J'ai dit, monsieur, ça a été un téléphone assez long, mais pas agressif du tout, là. Mais tu sais, il fouillait, là, il pesait. À la fin, on rigolait. On riait. Là, j'ai expliqué que le livre, j'ai fait ça au printemps. J'ai dit, je ne serais même pas capable de parler en anglais comme tout le monde, quelqu'un de Terre-Neuve. Ça, on rigole. Mais c'était quand même amusant. Ce téléphone-là, j'avoue qu'il était spécial. Les questions étaient quand même assez pointues. Il nommait des noms. Les connaissez-vous? Êtes-vous déjà allé dans telle ville? C'était vraiment. C'était pour un dessin comme ça, je trouvais ça drôle. La portée du dessin, soudainement, là, encore une fois, dépassait largement le cadre de la caricature. Là. Jean Chrétien, là, on est en 2000, hein, à peu près? Non. Jean Chrétien, ça a été une personnalité extrêmement, j'allais dire, nourrissante pour les caricatures. Hein? Oh, oui. Mais Jean Chrétien, c'est drôle parce qu'il a fait la preuve que même si l'ensemble des caricaturistes canadiens, il le ridiculisait à tour de bras, c'est vrai, c'est un personnage dont on pouvait rire facilement. Il faisait beaucoup de gaffes. Ça ne nuit pas au pouvoir. Il était élu 3 fois de suite, 3 gouvernements majoritaires. Et il surfait là-dessus, il passait au-dessus de tout ça. Il était incroyable là-dessus. J'ai des gens qui m'appelaient, me disaient arrêtez donc de faire la bouche croche. J'écoutais. Le visage d'un policier, c'est la matière première d'un caricaturiste. Si Jean Chrétien a la bouche croche, qu'est-ce que tu veux que si j'ai mes droites, ça ne marche plus, là, c'est plus Jean Chrétien. Je te dis la croche, j'ai pas le choix. C'est comme la canne de Bouchard puis sa jambe de bois à un moment donné, c'est ça. Mais Jean Chrétien, c'est l'exemple du politicien qui provoquait le caricaturiste vraiment, mais ça n'a jamais nuit du tout à sa carrière. C'est très drôle parce que sur le plan personnel, petite tranche de vie. Quand on se promène dans les vieux des villes, comme le vieux Montréal ou le vieux Québec, ben, il y a des caricaturistes. Oui. Et je me rappelle, je ne sais pas si tu as déjà connu un caricaturiste, Demers. Oui. Et Demers faisait des caricatures dans le Vieux-Montréal et j'ai peut-être 7-8 ans et je suis un grand amateur de soccer. Fait que j'ai un T-shirt de soccer et puis je mange un popsicle et on me demande et on me propose, ma sœur me dit je vais te payer une caricature et on a fait une belle caricature de moi. J'étais très content. Mais on avait fait, bien sûr, on avait pris soin d'être sûr qu'on mette mes dents bien avancées en avant et un peu croche. Et quand je l'avais vu, je sais que personnellement, j'avais trouvé que c'était moi. Alors, je trouvais ça très drôle. Mais je sais que des membres de ma famille qui avaient regardé, ils avaient dit, étaient mal à l'aise. Parce qu'ils avaient l'impression que le caricaturiste avait identifié. Mais c'était effectivement moi. Hein? C'était effectivement c'est ça, on travaille avec les défauts du visage. Ou ce qu'on va considérer comme des défauts, mais mais moi, j'ai remarqué que les femmes politiciennes avaient un peu plus de difficultés que les hommes politiciens avec cette idée-là d'image. Monsieur et Mme Marois, j'avais rencontré à un moment donné, puis elle me dit « Ah, elle me dessine trop grosse. Puis, tu sais, des remarques. Puis, des femmes sont venues voir des fois des politiciennes au Salon du Livre. Je sentais, et c'est normal, je veux dire, les femmes travaillent énormément leur image, tout ça, et si on brise cette image-là publiquement, ça fait mal. Tu sais. Alors que Mme Boucher, par exemple, je ne sais pas si vous étiez la connaître, c'est une mairesse qui avait à Sainte-Foy puis à Québec. Oui. C'était un bonheur parce qu'elle faisait le contraire. Elle outrancier son affaire, elle s'en foutait complètement de l'image. C'est rare, on avait une femme qui, tout à coup, là, ça foutait complètement. Mais moi, j'ai un souvenir de caricaturiste quand j'étais jeune. Je gagnais ma vie à dessiner comme ça, comme les gens sur la rue du Trésor, c'est en public. Puis dans des congrès, j'étais souvent engagé dans des congrès. Puis à un moment donné, au Château Frontenac, c'est le dernier que j'ai fait, parce que là, je ne sais plus jamais. J'ai engagé par un congrès américain. C'est des esthéticiennes, des femmes qui... écoute, elles se ressemblaient toutes. Il y avait 2 modèles, les brunes et les blondes. Et ça se voyait devant moi, puis j'avais toujours l'impression que... tous les défauts étaient cachés par des maquillages.
On était 5 caricaturistes, on se regarde, on disait, ça n'a pas de bon sens, c'est l'enfer. On ne sait plus jamais qu'on fait ça. On préfère travailler avec des gens qui travaillent moins sur leur image, qui se mettent sur moi. Une question qui me passe par la tête à ce moment-là, c'est la question du contexte. Le contexte, on l'a vu, hein? Le contexte, il est important dans la caricature, évidemment, parce qu'il va venir alimenter le dessin, il va venir alimenter son interprétation aussi. Dans le cadre de l'image des femmes, bien évidemment, les femmes soumises à pression sur l'esthétisme, etc., la pression de comment on représente les femmes dans l'espace public, et qu'elles subissent aussi, effectivement, que les hommes n'ont pas eu à subir, en tout cas, du moins dans une moindre mesure. Sans doute que ça peut jouer dans ces réactions-là, n'est-ce pas? Oui, c'est des choses qu'on ne peut pas passer à côté. Et moi, j'essaie de... Finalement, là, j'ai comme un peu changé. Au début, quand je faisais la caricature, j'essayais de faire de la ressemblance. Quand je faisais des personnages, que ce soit des hommes ou des femmes, peu importe, je sais qu'ils soient vraiment ressemblants. Et maintenant, ça me préoccupe moins. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on les reconnaisse. Puis il y a une nuance importante entre les deux. La ressemblance, ça veut dire qu'on prend une photo, qu'on essaye de faire quelque chose qui... reconnaître, ça peut être juste avec un seul élément ou deux. Ça peut être une moustache, ça peut être une mèche de cheveux, ça peut être de façon à ce que le personnage, même s'il ressemble plus tellement, s'il le reconnaît, c'est qu'il n'y a plus de problème. Tu sais, ça va. Ça, j'en parlais avec d'autres caricaturistes, puis à un moment donné, au début, on prend des photos, mais quand ça fait 7-8 ans qu'on dessine un personnage, on le fait de mémoire, là, puis des fois, on regarde une photo, mon Dieu, il ne ressemble plus. C'est pas grave, les gens le reconnaissent encore. Ce qu'il faut, c'est trouver un... Il y a Mix et Remix, par exemple, un caricaturiste suisse, il faisait des bonhommes, des limas, ça. Il mettait toujours un petit détail qui fait qu'on savait que c'était Macron, que c'était un tel, une lunette, un détail. C'est ça que je trouvais intéressant. Je me souviens, en fait, une caricature de la Mairesse Boucher, par exemple, elle avait toujours les cheveux en bataille, comme ça. On se moquait de ça. Puis il y a eu une tempête de neige à Québec, 76 cm de neige. J'avais fait simplement un banc de neige, aucun détail, mais juste quelques neiges qui dépassaient. Tout le monde avait reconnu la mairesse. On la voyait pas, on voyait juste. Ça aurait fait n'importe quoi, ça aurait fait un chou, mais on savait que c'était vrai. Et je travaille beaucoup, ce qui permet aussi de faire des fois des personnages plus petits, dans des positions différentes. Puis c'est moins. Je trouve ça plus intéressant de travailler sur. Il faut que les gens reconnaissent, mais la ressemblance, c'est plus pour les gens qui font la caricature du portrait charge qu'on appelle dans les vues. La mise en scène de la caricature prend là toute son ampleur pour représenter le phénomène, du moins de façon plus globalisante. Est-ce que au Québec, est-ce qu'un collègue comme le successeur de Garnotte, Pascal, ferait faire partie de cette mouvance-là, des dessins qui ne sont pas toujours ressemblants, mais qui... Il suffit, ça parle la légende, parle la mise en contexte, on sait qui parle, on sait qui parle. Il y a des gens, Garnotte avait une habileté incroyable de faire des petits bonhommes, comme une bande dessinée, mais on les reconnaissait automatiquement. Il est doué pour ça. Mais il y a deux traditions. La tradition britannique de Chapelot, par exemple, dans cette tradition-là, c'est vraiment le portrait charge. Tu sais, le policier est tout dessiné, souvent en pied, juste le torse, là, avec... Ça, c'est plus alors que la France, on est plus près des raisers, on voit les skis, Bretéché, le dessin sketch, le dessin où on ne passe pas 3 heures à dessiner le visage de quelqu'un. Tu sais, on cherche la ligne simple. Moi, ça m'attire de plus en plus ce dessin-là parce que en caricature, l'important, c'est pas la beauté du dessin, c'est de passer un message. Hein, c'est de trouver des idées. Moi, je trouve que 90% de mon travail, c'est vraiment, vraiment chercher des idées, trouver des idées. C'est ce que j'aime le plus à mon travail. Généralement, je fais ça de 4h30, 5h moins quart le matin à 7h à peu près. C'est vrai les heures les plus intenses de ma journée. C'est épuisant. À 7h, comme si j'avais fait un marathon. C'est vraiment long. C'est vraiment intense. C'est vraiment une recherche. Après ça, le dessin, c'est plus relaxant. Je mets de la musique, là, je fais le dessin. Qu'est-ce que je veux dire? Puis maintenant, chaque fois que je dessine un sujet, je me dis, qu'est-ce que je pense? Je me situe par rapport à ce sujet-là. Est-ce que ce sujet où je veux dénoncer quelque chose, c'est un sujet je trouve léger, je n'ai pas besoin. Parce comme quelqu'un une fois me disait, pourquoi vous ne faites pas plus souvent des caricatures plus comme humour noir, plus sombre, plus dénoncé, tout ça? Mais je fais 300 caricatures. Je ne peux pas dénoncer 6 jours par semaine, pendant 300 jours par année. Je dis, je ne peux pas être indigné à journée longue. Là. Il se passe des choses dans la vie. Quand le Canadien se perd 4 matchs de suite, on fait une caricature. Là. On n'est pas indigné, mais tu sais, les gens, on partage ça avec
il y a toutes sortes de niveaux. Puis quand je cherche mes idées, ben, je vais dans toutes sortes de directions. Mais quand il y a un sujet, c'est ça, j'essaie de me savoir, est-ce que c'est un sujet grave? Est-ce qu'il faut vraiment dénoncer quelque chose? Est-ce qu'il faut remettre en question quelque chose? Je peux avoir une approche. Avec la COVID, par exemple, on a eu un bon exemple de sujet. Il fallait prendre position, c'est comment faire, comment le traiter. J'ai fait, j'ai fait un nombre incroyable de dessins, d'esquisses sur des centaines sur la COVID. Là, mais c'est un sujet très riche. Hein. Oui, effectivement. Puis c'était là où je me dirigeais dans ma dernière question. C'était justement sur la COVID. Ouais. 1 an de pandémie. Comment ça se caricature, ça? Ben, au début, quand ça faisait 6 ans que la pandémie a commencé, à un moment donné, je commençais à paniquer. Je me disais, je ne te ferai pas, il va falloir que ça arrête. Je me disais, mais assez tôt, je me suis rendu compte, après ça, que finalement, il n'y avait plus de barrière sociale. La pandémie touchait tout le monde. Tout le monde, mais pas de la même façon. C'est ça qui est intéressant. Ça touchait autant les riches les magasins fermaient, il y a des gens qui perdaient de l'argent, la bourse, autant les pauvres, autant les infirmiers, autant les personnes âgées, autant les adolescents, autant les enfants. Toute la société était touchée. Donc, j'ai arrêté de penser pandémie pour regarder comment cette pandémie-là touche les gens dans leur quotidien, dans toutes les sphères de la société. Et là, je me suis rendu compte que c'était inépuisable. Je veux dire, il y avait là des centaines de portraits qu'on pouvait faire à l'école, à l'hôpital, partout. Là, et c'est avéré extrêmement intéressant. En plus, moi, ça correspondait beaucoup à une démarche que j'ai déjà, plus sociologique, plus sur comme on disait tout à l'heure, je m'intéresse plus comment la politique les gens, mais là, je m'intéressais comment la pandémie touche les gens dans leur quotidien. Par contre, c'était fini avec la COVID. On l'a vu avec l'opposition au Parlement aussi. On ne peut plus critiquer le gouvernement. C'est très, très difficile de critiquer le gouvernement. Tous les gouvernements du monde entier étaient dans le doute. Ils ne savaient pas quoi faire, ils ne savaient pas comment réagir. Ils n'avaient jamais vécu ça. Ils n'étaient pas préparés. Les attaquer, c'était trop facile de dire. On l'a vu avec l'opposition qui faisait comme. C'est fait très, très discret. Donc, on ne peut plus faire la caricature comme on faisait habituellement. Il fallait trouver une autre approche. Moi, qui me convenait très, très bien, ça allait bien. Je pense que Serge Chapleau, je pense que c'était plus compliqué pour lui parce que c'est quelqu'un qui s'intéresse vraiment à la classe politique. Bien sûr. C'est plus dur, là, un peu. Là. Donc, dans ce contexte-là, peut-être qu'en termes de perception, as-tu eu l'impression que dans ce cas-là de la COVID puis de la caricature dans la COVID, il y avait peut-être une utilité, une catharsis? Ah, absolument. Absolument, oui. Et ça, les gens l'ont beaucoup témoigné. Les gens avaient besoin de se voir dans la caricature. Ils avaient besoin que leur réalité soit mise en scène, de partager. Allégée. Oh, oui, allégé aussi, oui, c'est ça. C'est vraiment, oui? Oui, parce que de pouvoir en rire, parce que le rire, c'est une distanciation par rapport à un événement qui peut être dramatique. Puis ça, tout le monde le vit. On le sait. Je veux dire, si on est en voiture au mois de janvier, on tombe en panne, on gèle, on sac, on est furieux. La panne nous ramène chez des amis où tout le monde prend un verre. Là, tu racontes ça, puis tout le monde est mort de rire. Tu sais. L'humour crée une distance, aide à absorber les événements dramatiques de la vie, à les rendre intégrable dans notre personnalité, à ce moment-là, les gens me disaient souvent que c'est un service essentiel, l'humour, les caricatures sur la COVID. La dernière question que je m'étais réservée, c'est une question, encore une fois, générale. Mais c'est quoi le défi maintenant? Quels sont les défis du caricaturiste? Évidemment, ça va être de ton point de vue. Hein? Alors, oui. J'en généralise les caricaturistes, c'est toi aujourd'hui. Mais quel est le défi des caricaturistes aujourd'hui et dans les prochaines années? Ben, je pense que ça va dépendre de chaque caricaturiste, dans quel pays il vit, quelle situation il vit. Mais moi, dans mon cas, je suis venu du magazine Safari où je suis venu avec une culture du gag, de l'humour. Puis quand j'ai commencé, ce qui me paraissait fondamental, c'est de trouver une joke chaque jour, trouver une blague chaque jour. Peu importe le sujet de la caricature, peu importe la politique, tout ça. J'ai complètement renversé ce système-là. Là, maintenant, c'est pas de trouver une blague par jour, c'est de trouver quelque chose de pertinent à dire. Puis je veux que ça s'inscrive dans un corpus où j'ai certaines valeurs que j'essaie d'exprimer. Pour moi, je trouve qu'il faut. La démocratie, c'est absolument fondamental. Que les institutions fortes, qui sont les contre-pouvoirs, soient là, soient respectées, soient solides
justement pour empêcher des divagations du pouvoir, pour empêcher que des dictateurs ou des gens comme Trump. Heureusement qu'aux États-Unis, c'est une démocratie forte, parce que ce type-là aurait pu, un pays moins fort démocratiquement, avec des institutions moins fortes, aurait pu transformer ce pays-là en dictature en quelques années. Hein. Moi, je trouve important que les gens s'intéressent à la politique. Je fais beaucoup de caricatures où j'invite les jeunes à aller voter, ou à la vie démocratique. Puis, dans mon travail, je défends certaines valeurs. J'essaie et je fais des jokes aussi, c'est sûr, mais je veux quand même qu'il y ait derrière ça une démarche politique là, où je me positionne par rapport dans la société où je vis. Là. Donc, un défi de sensibilisation qui est plus fort qu'avant? Oui, je pense, oui, parce que moi, quand j'entends des gens dire aller voter, ça ne sert à rien, je suis sûr et je sens le besoin de faire un dessin pour réagir à ça. Parce que on a le droit de ne pas aller voter, mais on ne peut pas considérer que ne pas aller voter, c'est un acte politique qui n'est pas sans conséquence. Donc. Le caricaturiste lutte contre. Dans ce cas-là, le caricaturiste lutte contre le cynisme. Oui, exactement. Tout à fait. Je pense qu'on peut rire de la politique, on peut rire des politiciens, mais on peut, sans être cynique et sans dévaloriser les institutions, sans attaquer les politiciens nommément dans leur intégrité personnelle, sans remettre en question la pertinence du ministère de la Santé. Il faut critiquer, mais il faut être conscient aussi de ce qui est essentiel. On doit tout démolir à un coup.